Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler de souveraineté numérique. Alors attention, derrière ce mot devenu à la mode se cache une réalité bien plus inconfortable, celle d'une France finalement dépendante des technologies étrangères. Alors la souveraineté est-elle un mirage politique? Privilégie-t-on réellement la préférence nationale et comment pourrait-elle devenir une réalité? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial souveraineté numérique. L'illusion française, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale souveraineté et numérique, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Latombe. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes député élu dans la circonscription de la Vendée et spécialiste des questions de cybersécurité, de souveraineté numérique et de protection des données. Alors Philippe, quand on entend ce mot souveraineté numérique, on en imagine une France indépendante, capable de tout contrôler. C'est la réalité? Non, c'est une illusion. Non, on n'est pas capable de tout contrôler. On le voit bien avec l'ensemble des applications sur les téléphones que chacun utilise. On le voit bien sur les ordinateurs avec les systèmes d'exploitation. On est loin d'avoir la totale maîtrise de la chaîne. Et je ne parle même pas des puces, des ordinateurs, enfin tout ce qui va avec. D'ailleurs, on a vu où ça nous a mené cette semaine. On a vu avec AWS, on l'avait déjà vu avec Microsoft, souvenez-vous, juste avant les Jeux Olympiques, avec une mise à jour un peu désastreuse avec CrowdStrike, qui avait paralysé. Nous, on avait été épargnés. Ça montre bien que parfois, ça a du bon, c'est que nous n'étions pas dans la mise à jour, parce qu'on était tellement antédiluviens dans nos systèmes d'exploitation qu'on n'avait pas la mise à jour de Microsoft à l'époque. Là, AWS, c'est plus gênant parce que ça montre bien que les applications qui sont utilisées au quotidien, elles sont hébergées dans du cloud, et dès que ces entreprises prennent l'eau, pour des raisons techniques ou pour des raisons de cybersécurité, c'est l'ensemble du système mondial qui tousse. Certaines entreprises ont méchamment souffert. Justement, de manière plus globale, les risques vraiment fondamentaux sur notre territoire, avec cette absence de souveraineté à terme, puisque le processus va s'amplifier, quels sont-ils, Philippe ? On a doucement glissé d'une question qui reste d'actualité, mais qui est un peu mise sous le boisseau pour l'instant, qui est la question de la captation des données, parce qu'on a du chiffrement, on a un certain nombre de choses qui permettent quand même de s'en prémunir en partie. On est passé à la question du kill switch, la possibilité pour les Américains de nous couper l'accès à des services. Ils l'ont fait auprès d'entreprises chinoises, auprès d'universités chinoises, auprès d'entreprises indiennes. Ils l'ont fait avec la Cour pénale internationale. Ça nous pend au nez que c'est un jour Donald Trump... n'étant pas content vis-à-vis de la France, pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que notre engagement avec l'Ukraine n'est pas forcément de son goût, qu'il décide de nous sanctionner un tout petit peu. Et donc, ça peut se passer par de la coupure de services numériques. Et là, par contre, ça serait dramatique pour notre économie. Conséquence ? Conséquence, on n'aurait aujourd'hui pas de mise à jour sur nos systèmes d'exploitation du type Windows. On n'aurait pas forcément accès à un certain nombre de services qui peuvent nous être proposés, qui servent aux entreprises pour fonctionner. Donc on pourrait avoir un petit problème par exemple avec Salesforce, on pourrait avoir un problème avec Palantir, on pourrait avoir un problème avec pas mal d'applications, pour certaines qui dépendent aussi ou en tout cas qui sont très liées au ministère de la Défense américain. On a vu récemment, là aussi, la fameuse école polytechnique qui a suspendu ses abonnements à une plateforme américaine. C'est un effet d'annonce pour montrer qu'on fait des grands gestes, ou alors il y a une vraie réalité derrière? Ça a été un combat pendant 4 ou 5 mois de ma part, de la part de sénateurs, d'un certain nombre de personnes. On avait appris que Polytechnique voulait recourir à Microsoft dans son mode de fonctionnement. Ça s'était pas passé en plus auprès de l'ensemble des instances de Polytechnique. Je rappelle que les universités normalement sont agnostiques technologiquement, et donc il y avait une vraie levée de bouclier. La patronne de Polytechnique avait été convoquée en commission d'enquête au Sénat, et je pense que c'est la suite de cette audition qui s'est très mal passée pour elle, qui a fait qu'elle est obligée de rétro-pédaler. Alors pour l'instant, c'est une suspension. On est en train de voir avec les sénateurs comment est-ce qu'on peut transformer la suspension en arrêt. Alors là, on parle de Polytechnique, mais il y a quand même beaucoup d'universités et de ministères qui confient leurs données à des serveurs américains et à des logiciels américains. On est dans le déni, on est dans une inertie, ou on est dans une forme de cynisme administratif? Les trois, mon capitaine. Le premier, c'est que c'est forcément des solutions qui sont super simples, et donc il suffit d'appuyer sur un bouton pour les déployer. Donc pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à prendre des systèmes un peu plus compliqués à déployer alors qu'on a un truc simple? La deuxième, c'est que facialement, ça coûte pas cher. Et sauf qu'on se rend compte que d'abord c'est pas cher, puis ensuite l'augmentation des tarifs fait que le budget des DSI explose et que ça va pas très bien. Donc c'est
aussi de la politique marketing de la part de ces opérateurs, notamment américains. Et puis, globalement, c'est le vieux syndrome IBM des années 80. C'est je prends américain, je prends IBM, je suis sûr de ne pas me tromper, de ne pas me faire engueuler. Donc, je le fais, c'est plus facile. C'est ça, je suis sûr de ne pas me faire engueuler dans ma boîte, voilà, j'ai pris le plus gros, donc je suis couvert. Comme ça, au moins, j'ai pas pris un petit pousset qui va nécessiter beaucoup de travail et qui, s'il plante, on va me le reprocher. Donc, voilà. Philippe, on sait que les géants américains ne respectent pas forcément le règlement sur la protection des données. Ce règlement s'appelle le RGPD, je le rappelle. Est-ce qu'il a encore une crédibilité et justement, on force les petites entreprises à l'adopter, mais les plus grands qui sont des rôles modèles ne l'adoptent pas. Quelle est sa validité aujourd'hui ? Le RGPD est quand même une réglementation qui est absolument nécessaire pour protéger nos valeurs, pour protéger l'utilisation de nos données. C'est vrai que parfois, il y a des biais d'utilisation. Et ce que je reproche, moi, c'est pas que les entreprises américaines ne respectent pas le RGPD, c'est que l'Europe a décidé, par la possibilité de faire du transfert de données directement aux États-Unis, la possibilité de s'affranchir du RGPD. Mais normalement, il devrait quand même s'appliquer. Et il s'applique de fait pour l'ensemble des entreprises qui travaillent directement sur le sol français ou sur le sol européen. Il s'applique, on le voit, il y a quand même des avancées. Regardez sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de choses qui vont mieux en termes d'utilisation des données, de transparence. Je ne parle pas du contenu, je parle de l'utilisation des données. La vraie question, c'est en quoi le RGPD est compatible avec l'intelligence artificielle, avec le règlement sur l'intelligence artificielle. Et ça risque d'être une vraie difficulté. On ne peut pas faire rentrer un rond dans un carré. On a un vrai sujet sur les datasets, donc les collections de données qui servent à entraîner les modèles. Il va falloir qu'on arrive à faire évoluer le RGPD pour qu'il colle à l'IA Act et que l'IA Act intègre aussi la question de la protection des données dans l'entraînement des modèles. D'ailleurs, pas mal de données de santé sont parties. C'est un gros sujet avec le Health Data Hub il y a quelques années. Est-ce que ça, un jour, on y verra clair ou alors on va mettre... Oui, il y a des évolutions très importantes qui sont en train de se passer avec la plateforme des données de santé, parce que depuis une condamnation, il fallait changer le nom, donc on l'a rebaptisé en français. La plateforme des données de santé est en train de changer de gouvernance. Il y a un nouveau directeur général par intérim qui vient d'arriver. Et il y a un appel d'offres qui est en cours pour basculer l'hébergement des données vers du souverain. Donc on est dans quelque chose qui évolue. La vraie question, c'est est-ce que cet exemple-là, qui a été très médiatique et très emblématique, va servir de révélateur pour l'ensemble des ministères et des entités de l'État pour arrêter de fonctionner comme... Et selon vous, est-ce que ça va être un révélateur ? Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des ministères, au moins dans la partie stratégique. Je pense que l'arrivée de Donald Trump, qui n'a rien changé à la politique américaine, mais qui est simplement un révélateur brutal de ce que sont les Américains, montre que nous ne pouvons pas durablement rester sur le modèle que nous avions avant et donc utiliser des services américains n'importe comment. Je trouve que les pays européens commencent à évoluer. Les Hollandais ont un peu évolué sur le sujet. Ils ont même proposé à leur gouvernement d'avoir un hébergement des données de l'État sur du souverain. Les Allemands sont en train de bouger aussi sur le sujet. C'est pas pour rien qu'il y a un sommet sur la souveraineté qui est franco-allemand, qui a lieu mi-novembre. C'est qu'il y a quand même une prise de conscience européenne sur le sujet. Philippe, vous avez interpellé le gouvernement récemment sur la doctrine cloud au centre. Expliquez-nous un petit peu en quoi a consisté ce coup de gueule. Et avec le changement de gouvernance, on va dire, au niveau de notre ministère numérique, est-ce que le projet va être suivi des faits ? En fait, la question, c'est plus que la doctrine cloud au centre, qui est en fait la question de la souveraineté, de la protection des données personnelles et données sensibles de l'État, qu'on a essayé de régler par la loi SREN. Donc normalement, ça devrait se décanter, et j'attends les décrets, c'est là mon coup de gueule. Le deuxième coup de gueule, c'est la position de la DINUM sur le sujet, donc la direction interministérielle du numérique, qui, je trouve, n'assure pas son rôle de coordonnateur au sein de l'État, et plutôt dans l'envie de justifier son existence par la création de solutions technologiques qui sont même en concurrence avec le privé, ce qui fait qu'il y a un écosystème qui crie. Et c'est pas son rôle. Enfin, quand on a un appel d'offres à 700 millions pour recréer d'un coup d'un seul l'équivalent de Microsoft, Google et AWS, j'y crois pas. Ils ont dépensé, eux, GAFAM, pourtant très agiles, des milliards pour le faire. Je vois pas comment, en 700 millions, avec nos petits bras tout musclés, on arriverait à le faire en France. Donc, il faut et puis on est dans une situation budgétaire qui fait qu'on peut faire attention à 700 millions quand même. Je pense qu'il faut que la DINUM soit vraiment coordonnateur, qu'elle se pose la question de ce que c'est qu'une donnée sensible de l'État, comment est-ce qu'on la traite, et puis qu'elle serve d'ESN d'État, c'est-à-dire d'entreprise de services numériques d'État, c'est-à-dire qu'elle arrive à aider les ministères à définir leurs besoins, à les écrire, à écrire les appels d'offres, à les aider à choisir au moment des appels d'offres, et ensuite à les aider à accompagner la mise en place des chantiers numériques. Je le vois dans ma circonscription et dans mon département. On a expérimenté un logiciel qui s'appelle Arpège à la CNAM, enfin la CPM,
pour traiter les IJ. C'est un drame. Les indemnités journalières, pardon. C'est un drame. Ça marche pas. On est obligé de l'abandonner en race campagne. Mais le logiciel va rester dans ces 2 départements-là parce qu'on n'a pas de machine arrière possible. Et donc, on va avoir des gens qui vont subir ce logiciel pendant 4 ou 5 ans avant qu'il soit remplacé. C'est pas normal, la DINUM aurait dû intervenir. Et ça, c'est un cas public, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Nous avons une nouvelle ministre du numérique, vous l'avez saluée cette semaine. Que lui avez-vous souhaité au-delà d'une longue durée de vie ? Qu'elle puisse avoir les moyens de son action. Et en fait, c'est là où je suis content qu'on ait une ministre déléguée, c'est-à-dire qu'une ministre avec quand même un pouvoir, c'est pas un secrétariat d'État, c'est quelque chose d'un peu plus important. Malheureusement, elle est encore attachée à Bercy, alors que le coup d'avant, qui n'a pas duré très longtemps certes, mais le coup d'avant, Clara Chapaz était rattachée au ministère de la fonction publique. Et ça avait un intérêt parce que la DINUM, notamment, est rattachée fonctionnellement au ministère de la fonction publique. Donc voilà, donc elle aurait été de plein exercice en étant rattachée à la fonction publique. C'est mon petit regret. Qu'est-ce qu'il faut lire derrière les lignes avec ce rattachement ? C'est que Bercy a encore gagné, comme d'habitude, quoi. Merci Philippe Latombe. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et spécialiste des questions cybersécurité, de souveraineté numérique et de protection des données. Restez avec nous sur cette émission spéciale numérique et souveraineté dans quelques instants. Le numérique pour tous, ça continue et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale numérique et souveraineté, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Zorn. Caroline, vous êtes notamment présidente de l'ADCET, l'association pour le développement citoyen des e-services sur le territoire, et également vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et spécialiste, bien évidemment, des questions de souveraineté numérique. Alors, j'ai envie de poser la même question que cette question d'introduction à Philippe Latombe. La souveraineté numérique est-elle une illusion, Caroline ? Oui. Bonjour Vanessa. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Je ne dirais pas mieux que le député Latombe précédemment. C'est une illusion. C'est d'ailleurs un élément de langage qui devient extrêmement courant. Donc on se gargarise de souveraineté numérique, mais derrière cette appellation là, de façade, ça devient comme une IGP. Eh bien, il y a peu de choses derrière, et notamment, il manque des moyens pour y travailler réellement. Mais alors, est-ce qu'elle est compatible quand même avec la mondialisation ? Parce que voilà, on partage de plus en plus de serveurs, d'infrastructures qui viennent de l'étranger, des services, toutes les applications qu'on utilise au quotidien, sans les citer, ChatGPT et les autres. On ne peut pas vivre sur notre petit territoire sans se connecter au monde. Oui, c'est vrai, on doit être connecté au monde, et je tiens à rappeler qu'il est plus temps de se poser la question, est-ce qu'on doit ou non accepter la mondialisation ? Elle est là, donc il faut en tirer le meilleur parti. Néanmoins, je pense qu'il faut être absolument réaliste, et aujourd'hui, on ne l'est pas. On parle beaucoup de souveraineté numérique, mais on s'en donne pas les moyens, et donc on n'a pas la capacité de faire face à ces géants du numérique. Ça devrait être nos données, nos villes, nos territoires, nos choix, et aujourd'hui, nos choix sont complètement aliénés par la volonté des géants du numérique. Mais est-ce qu'on est prêt à payer plus cher et être moins performant pour être vraiment souverain aujourd'hui ? Alors, vous dites payer plus cher. Pourquoi payer plus cher ? Puisque on a aujourd'hui des capacités françaises et européennes qui permettraient de ne pas payer plus cher. Moi, ce qui m'agace énormément, c'est que les géants du numérique ont réussi à nous faire croire que leurs services étaient accessibles et pas chers. Et vous avez tout compris. Donc, vous avez votre licence, vous avez la maintenance, vous avez tout ce qu'il vous faut pour un prix qui est parfaitement lisible. Et en général, dans les budgets des collectivités, c'est du fonctionnement, c'est pas d'investissement. Bon, donc sans être trop technique sur le sujet, on a l'illusion que ça revient moins cher. Mais il y a des solutions européennes et françaises qui s'appuient sur du logiciel libre et open source et qui reviennent moins cher. Et vous avez le sentiment que les collectivités locales, quand elles font leur appel d'offres, elles ont tout un tas de critères, et en fait les solutions, elles sont plutôt néanmoins des solutions internationales que des solutions qui sont locales. D'ailleurs, est-ce qu'il existe des solutions locales ? Il en existe, mais par facilité, par habitude, et puis aussi parce qu'on n'a jamais eu une grande stratégie nationale sur la question, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Et donc, c'est ça qui est insupportable. Et vous avez le sentiment, là aussi, que les élus comprennent suffisamment les enjeux du numérique, avec tout le respect que je leur dois, mais pour prendre des bonnes décisions stratégiques qui participent, on va dire, d'une vision nationale européenne du numérique ? Mais pas du tout. Je veux dire, il faut le dire ici, il y a peu d'élus qui comprennent quelque chose aux questions numériques. Mais comme tout le monde, finalement. Vous n'allez pas vous faire des amis, alors ? C'est vrai, mais je l'assume. Mais comme tout le monde, on manque cruellement d'éducation
éducation au numérique, une éducation populaire au numérique, une éducation scolaire au numérique, et les élus n'ont pas de formation obligatoire sur la cybersécurité, alors que leurs décisions, par exemple, vont être les premières à impacter les questions de cyber sur les collectivités. Donc, si vous aviez vu la tête de mes collègues quand j'ai prononcé le mot crypto-monnaie locale dans l'hémicycle du conseil municipal, pour certains, personne n'avait entendu parler de Bitcoin. Ils pensaient que c'était une illusion. Mais vous avez le sentiment qu'il y a une vision du numérique qui gouverne notre pays, à laquelle les élus peuvent se rattacher, ou chacun fait les choses dans son coin? Alors, on y travaille quand même, dans des associations comme l'ADCET, comme les Interconnectés, Commission numérique de France urbaine. Je suis dans beaucoup de mouvements qui préparent justement cette relève et cette prise de conscience. Mais néanmoins, quand vous avez aujourd'hui un budget, on va parler un petit peu argent, le projet de loi de finances qui prévoit qu'on va avoir, je crois, 14 millions d'euros sur l'inclusion numérique pour 16 millions de personnes absolument déconnectées du numérique. Vous faites le ratio, ça fait très peu. Or, il ne faut pas imaginer qu'on arrivera à monter en compétence sur les questions numériques en France et en Europe si on n'a pas un accompagnement des personnes qui sont les plus éloignées. Sinon, ce sont des personnes qui vont toujours se tourner vers les géants du numérique qui ont le plus de moyens pour faire de la publicité. Donc on retournera sur Microsoft, sur Google. D'ailleurs aujourd'hui c'est bien clair, on ne parle même pas d'un fichier texte ou d'un tableur. On parle de Word et d'Excel. Tout a été remplacé dans notre inconscient. Il faut lutter contre ça. Mais vous avez le sentiment qu'aujourd'hui mettre des milliards pourrait compenser justement ce retard et pourrait permettre d'accompagner nos citoyens, ou alors c'est peine perdue? Sur quoi on les met les milliards? Parce qu'il y a la question de l'investissement, il y a la question des infrastructures, il y a la question de revenir dans la compétition, reprendre du galon, c'est une chose. Mais si derrière vous avez une population qui n'est pas formée, qui n'est pas sensible et qui ne va pas comprendre en fait les enjeux des investissements que vous avez faits, vous avez tout perdu. Alors vous avez une vision, vous, très intéressante sur la façon de repenser la ville par rapport au numérique, parce que justement les serveurs peuvent produire de l'électricité, peuvent alimenter justement une nouvelle économie. Est-ce que vous pourriez un peu développer cette façon justement avec laquelle vous inversez un peu les choses et vous repensez cette intégration du numérique de manière holistique, on va le dire comme ça? Oui. Les collectivités ne sont pas démunies. C'est vrai qu'on manque de moyens, c'est vrai que c'est compliqué de lutter contre cette mainmise là, des géants du numérique, mais on a quand même... en théorie, la main mise sur notre territoire. Et donc, on a des plans locaux d'urbanisme, on a des stratégies du territoire. Maintenant, il faut les croiser aussi avec des stratégies d'aménagement numérique du territoire. Et oui, lorsque vous avez des data centers, puisque si on parle de souveraineté numérique, il faut quand même se dire qu'on a besoin de plus en plus de data centers sur notre territoire, et qui n'appartiennent pas et qui ne tournent pas avec des données outre-Atlantique, mais qui sont vraiment chez nous. Mais il va falloir les accueillir. Pour les accueillir, qu'est-ce qu'on fait quand on est une ville? Est-ce qu'on attend le dernier moment qu'un opérateur arrive et puis on fait une réunion de concertation avec les gens qui sont pas contents dans le coin, puis on leur dit oui, écoutez, on en a quand même besoin économiquement sur le territoire? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut réussir à intégrer ces éléments d'infrastructure, parce que l'avenir est aux infrastructures numériques, intelligemment. Et oui, un data center, ça produit de la chaleur, ça peut avoir un impact sur l'artificialisation des sols, et il faut y faire attention, mais aussi ça dégage de l'énergie. Et donc cette énergie-là, il faut pouvoir la penser avec les réseaux de chaleur sur les territoires, de la même manière que aujourd'hui, ça ne va pas plaire à tout le monde non plus, ce que je vais dire, mais aujourd'hui, si vous minez du Bitcoin, vous pouvez avoir une stabilisation du réseau électrique, parce que aujourd'hui, on a de plus en plus des énergies renouvelables dans le réseau électrique, sauf que l'Espagne l'a vécu, ce blackout il y a quelques mois. Lorsque vous avez beaucoup d'énergie solaire, vous avez des hauts et des bas. Miner du Bitcoin, ça permet de stabiliser. Alors miner du Bitcoin, pour nos auditeurs, juste décryptez-nous. Pour créer un Bitcoin, cette crypto-monnaie, vous avez besoin d'utiliser beaucoup d'énergie. Mais ce sont des gens qui utilisent de l'énergie. Ils appuient sur le bouton on, il y a beaucoup d'énergie, ils appuient sur off, ça s'arrête. C'est extrêmement agile. Alors que quand vous avez, par exemple, des data centers, vous les arrêtez pas, les data centers. Ça veut dire qu'il faut réussir à réfléchir intelligemment les énergies du numérique pour les mettre là où on en a besoin, en France, sur notre territoire. Et je vais ajouter que lorsque vous avez un réseau qui est stabilisé, vous avez un réseau qui revient moins cher. Donc ça veut dire faire baisser la facture d'électricité des Français. On vous écoute aujourd'hui, ou qu'est-ce qui freine cette réflexion justement? C'est cette éducation au numérique? Oui.
Oui, c'est un gros problème d'éducation au numérique. C'est pas un sujet qui va intéresser le plus les élus, pardon de le dire. Et donc, on commence quand même. Nous en avons un en plateau, il semble intéressé. Mais comment dire, c'est un plaisir vraiment d'avoir un député comme le député Latombe, parce qu'effectivement, il pousse des sujets et ça fait réagir. Caroline, un sujet qui nous touche au quotidien. Vous défendez le territoire, et le territoire, c'est aussi des langues. Et aujourd'hui, avec ces intelligences artificielles justement qui uniformisent le langage, avec la traduction de langue anglo-saxonne pour les IA américaines et de langue chinoise, est-ce que toutes ces langues du terroir demain ont un avenir ? J'ai peur pour ces langues. En fait, j'ai peur pour ces langues et j'ai peur pour ces cultures. Parce que aujourd'hui, qui sait, pas assez de monde à mon avis, que lorsque vous utilisez ChatGPT, vous utilisez une IA qui a un modèle californien. Lorsque vous utilisez DeepSeek, ça va être chinois. Lorsque vous utilisez, et ainsi de suite. En fait, Mistral est français, voilà, mais on a besoin de prendre conscience, en fait, de ce fait que plus vous utilisez des IA qui sont générées sur des bases de modèles, sur des modèles de langage étrangers, plus vous absorbez inconsciemment, en fait, cette manière de voir la vie, cette manière de voir les choses. Donc c'est pas parce que vous utilisez ChatGPT que vous allez finir par remplacer votre jambon beurre par un smoothie avocat. Néanmoins, il faut quand même prendre garde à ce changement profond de nos sociétés qui sont engendrés par des utilisations d'intelligence artificielle sans qu'on ait parfaitement conscience en réalité de ce qu'on fait. Caroline, pour conclure, on peut concilier le progrès technologique et la préservation de nos territoires culturels, numériques ? Mais oui, nous le pouvons, nous le devons, et c'est pour ça qu'il faut réussir à investir sur cette éducation au numérique et sur cette réflexion sur le numérique sans avoir peur, sans être bloqué par des fantasmes. J'entends beaucoup parler en ce moment de technofascisme, de crypto-bro, de gens... Alors, il y a partout des gens qui ont intérêt à prendre le pouvoir. Ça, c'est pas une nouveauté. Et à faire du marketing de la peur. Exactement. Merci. Mais il faut résister à ça. Merci Caroline. Le mot de la fin, monsieur le député Philippe Latombe. Est-ce qu'on peut concilier le progrès technologique et la préservation de nos territoires? Ah oui, c'est absolument nécessaire. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, et on a un exemple au niveau national, c'est la filiale d'EDF qui s'appelle Exaion, qui est une filiale qui fait du calcul et du minage, qui pourrait faire du minage et qui pourrait équilibrer notre réseau. Et EDF souhaite la céder à une entreprise américaine. Donc c'est absolument pas normal qu'on puisse laisser l'interrupteur de notre réseau électrique aux Américains. Et je partage l'idée qu'il faut intégrer maintenant dans les plans locaux d'urbanisme, dans le développement des territoires, les infrastructures numérique, c'est l'avenir et il faut les penser en amont. Effectivement, c'est toujours trop tard quand on décide de mettre une antenne sans avoir demandé à nos concitoyens s'ils étaient d'accord ou pas, qu'on l'avait pas placé sur la carte, voilà. Et pour les data centers, c'est pareil. On a besoin d'électricité, on a besoin d'eau, on a besoin d'artificialisation de sol, donc peut-être qu'on peut le faire dans des friches, dans des endroits différents. Ça se pense. Repenser notre approche du numérique. Merci beaucoup, monsieur le député Philippe Latombe. Merci Caroline Zorn. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et ceux de nos invités. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.